Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Tribune libre. Emmanuel Okamba, bonjour. Bonjour, Monsieur Cyr. Emmanuel Okamba, on va aujourd'hui aborder la question du digital. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, la nouvelle économie, comme on dit, comparée à l'ancienne économie, fonctionne sur la base, en fait, des technologies, des nouvelles technologies, comme on dit. Alors, vous avez publié une tribune il y a quelque temps, toujours dans la Dépêche de Brazzaville, qui était intitulée « La transition digitale en Afrique, le poids de l'innovation ». Alors, on se dit, est-ce que l'Afrique, avant de faire une transition, a-t-elle déjà les capacités et les moyens pour assumer l'innovation qui viendrait si transition il y a? Merci de me poser cette question parce que l'Afrique a arrêté sa transition industrielle au XXe siècle à cause justement de sa faible capacité d'innovation technologique. Donc dans l'économie digitale, qu'on appelle aussi l'e-économie, l'Afrique trouvera un puissant levier de son développement pour faire un véritable bond technologique qui pourra lui apporter plus de 10% de la croissance de sa richesse, qu'on appelle le PIB, d'ici 2025, plus de 3,5 millions d'emplois, à condition, vous le dites si bien, que les 40% des Africains qui sont actuellement exclus de l'e-économie y soient intégrés, que les 5 sauts de la transition digitale que nous allons développer tout à l'heure soient maîtrisés à travers les 3 piliers de l'innovation numérique. Donc, vous voyez, tous ces éléments donnent un certain nombre de pistes qui permettront évidemment de voir si l'Afrique est suffisamment équipée sur le plan technologique aujourd'hui pour pouvoir intégrer le 21e siècle avec plus de détermination et plus de capacité donc, de réaliser des meilleures performances. 40% d'Africains exclus de l'e-économie, 5 sauts pour la transition digitale. On se demande quel est le problème en fait finalement. Dès le départ, c'est quoi le problème? Le problème c'est que comme l'Afrique a raté l'entrée dans l'industrie, tout simplement. En fait, on n'a pas formé des grands industriels. En fait. Voilà. On n'a pas de grande industrie telle qu'on connaît aujourd'hui l'Allemagne, par exemple, avec la chimie, telle qu'on connaît. Enfin, voilà. Tout ça en Afrique, il n'y a pas. Il n'y a pas un coin où on peut se dire, là, vous avez... Voilà, ça part en fait des 3 piliers de l'innovation, qui sont d'abord les infrastructures, qui sont la formation du capital humain, donc les hommes dans les universités, formation continue, formation initiale. Ça part aussi du respect des normes pour pouvoir s'intégrer dans l'économie mondiale. Donc l'Afrique n'a pas fait assez d'efforts dans ces domaines. Et avec le digital, il y a une possibilité de ne plus suivre la trajectoire classique, c'est-à-dire de passer de l'agriculture à l'industrie, de l'industrie au service, etc., comme feraient les économies classiques. Mais avec le numérique, l'Afrique peut faire un bond donc, pour passer de la transition donc, industrielle ratée à une transition digitale possible. Alors, donc, ce que vous appelez les 5 sauts, en fait, qui sont aujourd'hui nécessaires pour arriver à cette transition digitale. Alors, les 5 sauts, il y a les télécommunications. On sait qu'aujourd'hui, l'Afrique a à peu près 138 500 km² de câbles fibre optique, donc ça fait quasiment le pourtour de l'Afrique, avec 117 hubs, c'est-à-dire des lieux de contact, et à peu près 74 réseaux 4G, tout ça pour 1 milliard, 300 de cartes SIM en 2020. Voyez. Donc, ce sera quasiment le premier marché. Là. Ça sera le premier marché. Notamment par rapport à la densité de la population. Absolument. C'est donc le premier saut, ou le premier pilier. Le deuxième, c'est l'e-commerce. L'e-commerce, c'est le commerce qu'on fait sur Internet. Oui. Alors aujourd'hui, ça concerne à peu près 350 millions d'unités pour un chiffre d'affaires en 2013 de 8 milliards. Alors, on approche les 50 milliards aujourd'hui. Alors, avant qu'on aborde les 3 autres aspects, Emmanuel Okamba, mais le e-commerce n'est pas aussi perspective, ça dépend où est-ce qu'on est en Afrique en fait. Alors ça dépend si le pays est suffisamment équipé ou pas. Oui. Donc dans certains pays, comme le Kenya, par exemple, ça s'est très développé. Comme le Nigeria, ça s'est
très développées, comme l'Afrique du Sud, ça s'est très développé. D'autres, comme en Afrique centrale, il y a très très peu de e-commerce parce que les communications sur Internet ne sont pas très sûres. Payer avec sa carte bleue, et encore combien de personnes ont la carte bleue dans cet environnement, payer par carte bleue, c'est très risqué. Donc on risque de se faire pirater ces informations bancaires. Donc les réseaux n'étant pas assez sécurisés dans certaines zones, l'e-commerce a du mal à démarrer. Donc il y a aussi finalement les services financiers mobiles qui aujourd'hui fonctionnent bien. Alors les services financiers mobiles, très bien. Donc c'est faire par exemple son mandat par Western Union, mais directement avec son téléphone mobile. Avec son téléphone mobile. Donc on appelle ça donc l'e-banking. Bon. Donc ça c'est un service aussi qui va se développer de plus en plus. Qui est géré par les opérateurs. Hein. Qui est géré par les opérateurs avec aujourd'hui les banques aussi sont plus ou moins impliquées dedans. Et l'autre pilier c'est l'e-gouvernance. C'est-à-dire l'e-gouvernance. Avant l'e-gouvernance, déjà sur le troisième pilier au niveau des services financiers, qu'est-ce qu'on a comme gain aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on a vu les chiffres concernant l'e-commerce. Ça donne quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, à peu près 75 milliards de dollars par an pour les services financiers. 300 milliards de gains de productivité et 52% de transactions donc, qui passent par le mobile. Allez, là, ça montre suffisamment la place, en fait, je dirais, du mobile dans cette nouvelle stratégie au niveau de l'économie, dans cette transition. Alors, vous comprenez pourquoi il y a le téléphone, aujourd'hui, téléphone portable, téléphone mobile, est devenu un outil, non pas de luxe, mais vraiment un outil de consommation de grande masse. Donc, plus cet outil va se développer, plus les smartphones vont se développer, plus cette économie de services par mobile va se développer de plus en plus, surtout les services financiers. Alors, Emmanuel Kamba, le quatrième saut, c'est l'e-gouvernance. Alors, l'e-gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ensemble de documents qu'aujourd'hui on peut faire directement par le digital. Bon, c'est la carte d'identité électronique, c'est le passeport électronique, c'est la carte d'électeur. Voilà. Et même la gestion des élections. Vitale, voilà. Tout ça va être géré à terme par Internet. Aujourd'hui, en Afrique, ça concerne 20 pays. Et il y a 10 pays moteurs qu'on verra tout à l'heure. Et quels sont anglophones plus anglophones. Plus anglophones. Voilà. Le cinquième pilier. Alors, le cinquième pilier, ce sont les plateformes collaboratives, ce sont les jeux vidéo. Vous voyez, tous les échanges aujourd'hui que les jeunes font à travers la planète. Ça concerne à peu près, en Afrique, évidemment l'Afrique est en retard dans ce domaine, il y a à peu près 100 plateformes pour 500 millions de recettes, alors que les jeux concernent à peu près 35 milliards de recettes. Bon, c'est encore peu, mais c'est déjà en place. Alors, une fois qu'on a tout ça, Emmanuel Kamba, ça donnera quoi en termes de PIB d'ici là, en fait? C'est-à-dire, on dit concrètement. Ce qui est difficile avec le digital, c'est qu'on en parle, mais on a du mal à quantifier ou à palper, en fait, directement. Tous ces chiffres que nous avons avancés, ça va donner quoi d'ici là, en fait? Notamment en termes de croissance, parce que quand on connaît aujourd'hui le pétrole qui a toujours fait, notamment quand on prend la zone Afrique centrale qui a toujours fait, la pluie, le beau temps est aujourd'hui quasiment dans le trou. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Les experts estiment que le digital donc, apportera une croissance de plus de 10% d'ici 2025. Et donc, il y aura aussi des créations d'emplois, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, estimées à peu près à 3,5 millions d'emplois, donc apportés uniquement par cette économie. Donc, pour l'Afrique, la transition digitale est une voie importante qu'il va falloir développer. Voilà. Une voie importante à développer, Emmanuel Kamba. Il faut maintenant se dire quels sont les moyens que se donne le continent ou certains gouvernements, en fait, pour en arriver là. Puisqu'on voit que tout le monde a plus ou moins pris conscience, on se rend compte qu'on ne passera plus par la grande révolution industrielle par rapport à l'ancienne économie. Qu'est-ce qu'on donne comme moyen, en fait, par rapport pour en arriver là? Alors, en 2015, je vous donne les chiffres de 2015, et à peu près 54% de la population africaine qui est abonnée. Ça fait à peu près 725 millions d'abonnés.
Bon, aujourd'hui, on est aux environs de 60%. Hein, aujourd'hui. Alors, donc, les chiffres d'affaires qui sont indiqués, aujourd'hui, 48,5 millions de chiffres d'affaires, ça représente à peu près 6% du marché mondial. Donc, c'est pour dire que cette économie, c'est une économie qui est en train de s'enraciner. C'est une vraie économie. Oui, qui est en train de s'enraciner en Afrique, avec malheureusement 96% des offres qui sont prépayées. C'est-à-dire que... Pourquoi malheureusement? Malheureusement parce que les opérateurs, en fait, ne veulent pas supporter le risque. Donc en Afrique, les opérateurs ne prennent aucun risque. Ils ne prennent aucun risque, puisque... Oui. Et les États aussi acceptent, je vais dire, dans ces deals-là, de dire, écoutez, venez chez nous, vous ne prenez aucun risque, on vous donne tout, après vous pouvez repartir. Voilà, vous pouvez repartir. Donc vous vendez les cartes prépayées, comme ça, comme c'est déjà payé d'avance, oui, il n'y a plus de perte. Donc il y a aussi un cash flow qui est très important, en fait, pour les opérateurs. Absolument. On en parlera donc tout à l'heure. Donc ça signifie qu'ils peuvent peser concrètement sur les économies du pays directement et même influencer les gouvernements puisqu'ils peuvent générer en une journée un cash flow très très important. Oui. Et au niveau infrastructurel, en fait, on voit très bien que les données sont là. Au fond, est-ce que le continent est préparé au niveau des infrastructures, Emmanuel Okamba? Le continent se prépare puisque la fibre optique fait aujourd'hui quasiment le tour de l'Afrique. Et il y a plusieurs entrées. Il n'y a pas qu'une seule entrée, par exemple la France jusqu'en Afrique du Sud par exemple, mais il y a d'autres entrées qui viennent par exemple du Brésil, qui rentrent directement du côté du Sénégal et qui remontent, voilà, qui font le tour du continent. D'autres rentrent par l'océan Indien et remontent donc vers l'Afrique du Nord. Et donc finalement, aujourd'hui, l'Afrique est complètement bouclée par la fibre optique. Le problème, c'est le déploiement de cette fibre optique vers l'intérieur du pays. Alors, c'est là que se pose le problème, parce que le coût de connexion aujourd'hui est de 206,61 $ par mois lorsqu'on est sur les côtes, mais lorsqu'on va vers l'intérieur des terres, donc vers le centre de l'Afrique, ça double quasiment. Donc, ce coût est trop élevé par rapport, si on comparait par exemple aux pays de l'OCDE, donc aux pays développés, le coût n'est que de 8,53 $. Vous voyez, c'est énorme. À 200 quasiment sur les côtes, oui, 400 quand on est à l'intérieur, et dans le pays de l'OCDE, qu'on soit à l'intérieur ou sur les côtes, le coût est le même, à 8 $. Voilà. Donc le problème aujourd'hui, c'est déployer la fibre optique dans l'ensemble du pays et surtout vers l'intérieur. C'est là que ça coince dans la plupart des pays. Alors on sait que des entreprises comme Google s'intéressent aussi à l'Afrique et développent leur propre fibre optique. Aujourd'hui, je pense que s'estimer l'investissement de Google dans ce domaine à peu près à 100 milliards de $. Donc pour développer la fibre optique avec évidemment cette possibilité pour Google donc de gérer, de contrôler les images, de contrôler tous les flux qui passent par Internet. Oui. Alors, Emmanuel Okamba, ce qui est souvent surprenant avec les Africains, c'est qu'ils ont une capacité d'absorption en fait des technologies qui est quasiment qu'on n'a jamais vue en fait jusqu'à maintenant. En Afrique, par exemple, on parle aujourd'hui des téléphones mobiles, mais le fixe n'a jamais en fait eu un grand succès, n'a jamais pénétré. On est passé directement, je dirais, si vous permettez la vulgarité, du tam-tam au téléphone mobile directement. Oui, parce que justement le téléphone fixe, c'est un problème, encore une fois, de déploiement. Donc pour déployer le téléphone fixe à l'intérieur du pays, c'est un peu difficile. Et aujourd'hui, la fibre optique se heurte au même problème. Donc du coup, ce sont les réseaux satellitaires ou alors le réseau 3G qui se développent le plus. Donc c'est ce qui limite aujourd'hui cette économie parce que tous les moyens, toute l'infrastructure, et là nous avons parlé des télécommunications, on aurait pu parler des ordinateurs, on aurait pu parler des serveurs. Bon, tous ces équipements, l'ordinateur... Tout l'écosystème en fait qui est autour de ces innovations, aujourd'hui ça pose problème. Ça pose donc la consommation se fait essentiellement par les smartphones et les tablettes. Alors on se rend compte aussi, Emmanuel Okamba, c'est que les grands groupes, vous avez évoqué Google, en fait,
sont en train de se positionner sur l'Afrique, parce qu'on sait que c'est un marché émergent, avec un potentiel en termes de consommation. Quand on voit déjà les coûts et les gains que ça peut rapporter, ben, on a très peu, en fait, aujourd'hui, d'opérateurs africains directement qui puissent aussi rentrer dans ce marché. Oui, alors, les opérateurs africains, essentiellement ceux de la téléphonie mobile, c'est-à-dire MTN pour l'Afrique du Sud, et puis on va trouver RTL, qui n'est pas 100% Afrique, plutôt l'Inde. Et puis il y a Orange, c'est-à-dire les trois premiers. Voilà, ce sont les trois premiers donc, qui ont envahi quasiment l'Afrique et qui essayent de trouver donc cette collaboration entre les équipements et la fibre optique. Oui. Alors, quels sont les pays qui aujourd'hui bénéficient? Parce que quand on voit très bien, quand les opérateurs sont présents, quels sont les pays aujourd'hui où on les voit en fait en train d'investir au niveau du continent? Alors, les pays où on les voit, ce sont en fait les pays aussi qui sont les plus grands consommateurs qui sont les pays les plus connectés, disons ça comme ça. Donc, ils sont aussi avancés en infrastructure. En infrastructure. Oui, oui. Alors, il y en a à peu près une dizaine. C'est le Nigeria, c'est l'Égypte, c'est le Kenya, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie, l'Ouganda, le Ghana, la Tanzanie, qui sont donc les principaux pays aujourd'hui où cette économie se développe de plus en plus. Bon, on sait que la limite, justement, de cette économie, c'est le revenu du consommateur. Celui qui est donc appelé à acheter ou à consommer tous les produits que génère donc cette économie, que ce soit les téléphones, que ce soit les ordinateurs. Le revenu moyen par abonné, c'est 8 € par mois en Afrique, contre 27 dans l'Union européenne et 53 en Amérique du Nord. Donc on voit, il y a aussi un problème de pouvoir d'achat. Tout le monde ne peut pas accéder à ces outils si le gouvernement ne fait pas un effort de subventionner ces équipements pour que la population puisse consommer, puisse avoir accès à cette économie et que cette économie se développe, puisque l'Afrique en fait un bond essentiel. Alors, Emmanuel Kamba, vous parlez de subventions du gouvernement. On a quand même vu dans ce qu'on appelle la vieille économie, le gouvernement subventionner l'agriculture. Le gouvernement subventionner notamment certaines productions à l'export. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'il n'y ait pas de vraie politique, notamment, pour que cette économie puisse s'asseoir, et notamment quand on voit le pouvoir d'achat des populations de ces continents, donc on a un gros souci pour dire qu'on peut vraiment croire dans cette économie. Oui, c'est que l'économie, ce n'est pas la subvention qui va faire tourner l'économie. La subvention aide, donne, c'est un levier parmi tant d'autres. Mais ce qui est important, c'est la capacité des acteurs, notamment des fournisseurs de services, des fournisseurs de technologies, de s'adapter à l'évolution des différentes infrastructures qui sont en train de se développer dans le monde. Oui. Donc pour l'Afrique, c'est cette capacité d'innovation qui n'est pas suffisamment développée dans les universités, dans les écoles, dans les instituts. Donc l'Afrique se présente en fait comme un véritable consommateur de masse, mais sans capacité de produire ses propres services. Donc de peser en fait. De peser dans le système. Sur le marché. Voilà. Et alors, toute cette économie a besoin d'Internet. Ça donne quoi aujourd'hui le taux de pénétration en fait de l'Internet? Alors le taux de pénétration pour le mobile aujourd'hui, 2017, il est à 32% en Afrique, quand il est de 88% dans les pays développés. Et les projections, ça donne quoi en fait? On estime vers 2020 à 61% pour l'Afrique, rien que le mobile, contre 93% dans les pays développés. Maintenant, si on prend l'Internet fixe, c'est-à-dire sur l'ordinateur fixe qui reste au bureau, qui reste à la maison, le taux de pénétration de l'Afrique n'est que de 39%. Vous voyez? Donc, alors, quand on voit donc le mobile, en fait, aujourd'hui, a occupé quasiment toute la place. C'est le mobile qui est l'outil essentiel de cette économie en Afrique. Oui. Donc, ce qui signifie que les gens, peut-être en absence de politique incitative, ne veulent pas vraiment s'équiper, puisque les autres outils, notamment le fixe, on comprend très bien, un ordinateur fixe coûte plus cher qu'un mobile. Et l'effort, justement, c'est que de plus en plus, il y a
les smartphones low cost, vous voyez, donc bas prix, qui sont vendus en Afrique et qui viennent des pays d'Asie, et donc ils coûtent par exemple 160 € en 2015, alors qu'ils étaient à 230 $, monnaie sur le dollar, en 2012. Donc on voit qu'il y a une forte baisse du prix des smartphones, et donc cette baisse favorise la consommation. Donc Internet aujourd'hui se consomme essentiellement par le smartphone. Est-ce que cette baisse s'allie aussi à une certaine qualité de produit? Parce qu'on peut quand même aussi se poser la question. Oui. Alors le problème de la qualité du produit... Donc on arrive là sur la question des normes. On arrive donc à la question des normes. Il y a en Afrique certaines entreprises qui font des montages, qui achètent des pièces détachées, qui achètent des composants et qui essayent donc de monter des smartphones et des ordinateurs. Au Congo, vous connaissez bien notre entreprise locale donc, qui propose. Malheureusement, c'est resté à une échelle très petite. Mais il y a un problème donc, de normes. Si l'Afrique fabrique ses propres ordinateurs, ses propres smartphones, il faudra s'adapter aux normes internationales pour pouvoir s'insérer dans le marché mondial. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on a les moyens en fait pour mettre en place ces normes? On a le moyen. Le moyen, c'est un problème d'abord de discipline. C'est aussi un problème d'acheter des licences. On peut acheter des licences, on peut acheter des concessions pour pouvoir donc développer ces outils, comme font les autres pays. Au niveau des abonnés mobiles, ça donne quoi aujourd'hui en fait sur le continent? Alors, 720 millions de connexions par smartphone, c'est énorme. Vous voyez donc, on compte, on espère à peu près 1 milliard 3300 de cartes SIM d'ici 2020. Donc il y a énormément de consommation. C'est une économie qui est en très forte évolution. Malheureusement, pour l'Afrique, s'oppose ce problème d'équipement, d'infrastructure. Quels sont les contenus? Parce que si le e-commerce tâtonne, l'Internet mobile, les gens consomment quoi essentiellement par rapport je dirais, à cette nouvelle économie? Qu'est-ce que les gens vont chercher sur Internet? Alors, sur Internet, d'abord, vous voulez me dire à quoi sert le smartphone? On a l'impression qu'on doit attendre à peu près 2020 pour que les choses puissent aboutir, qu'on voit un peu plus clair. Mais aujourd'hui, on en fait quoi? Puisque ces économies sont balbutiantes. Ça dépend là où on est en Afrique, c'est vrai, mais enfin, globalement, c'est plus ou moins balbutiant. Alors, la première utilisation sur une enquête qui a été faite par Deloitte en 2016 sur 15 000 personnes en Afrique, tous pays confondus, les Africains utilisent le téléphone à 91% pour faire des SMS. Ça signifie aussi, ça montre aussi que le pouvoir d'achat passe par là, quoi, en fait. SMS coûte moins cher, oui. Donc autant en profiter. Autant pour profiter. Alors 83% d'utilisateurs l'utilisent essentiellement pour les appels standards. Donc pour la voix. Voilà, pour la voix, pour s'écouter tout simplement. Oui. Les messageries par Internet, 82%, 70% pour les emails, donc des messages un peu plus soutenus que les SMS. Bon, vous voyez que ça reste dans l'ordre de la consommation. Oui. Dans le reste, ce sont les appels vidéo, 11%, et puis aujourd'hui des jeux qui sont de l'ordre d'à peu près 6%. Donc, ça signifie quand même qu'on est dans quelque chose qui n'est pas encore mûr, je veux dire. C'est-à-dire qu'on fait là vraiment parce qu'on a besoin tout de suite, mais il n'y a pas une vraie stratégie derrière pour capitaliser directement, Emmanuel Okamba. C'est une économie qui décolle, qui commence. Donc, l'idée, puisqu'on parle de transition, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement stabilisé. Oui. Donc, c'est dans cette transition que l'Afrique devrait donc mettre des moyens pour pouvoir accompagner cette évolution et non résister au changement comme on voit dans certains pays qui essayent de résister pour des raisons souvent idéologiques politiques, en fait, qui n'ont rien à voir, mais qui freinent aujourd'hui, notamment cette diversification. Est-ce que la diversification passerait aussi un peu par là? Oui, la diversification des économies, oui, passe aussi par là.
il n'y a pas que l'agriculture, il n'y a pas que le tourisme, il y a aussi l'e-économie, c'est-à-dire l'économie digitale. Voilà. Aujourd'hui, en e-commerce, quels sont les derniers chiffres que vous avez par rapport au continent? Alors, par rapport au continent, en 2013, 8 milliards de dollars. En 2018, on table à peu près sur 50 milliards de dollars. Donc, c'est une économie qui est en forte progression. Bon, malheureusement, 44% de personnes aujourd'hui en Afrique font leurs transactions par le smartphone et donc passent par l'e-commerce. Malheureusement, 80% de personnes qui consultent évidemment les catalogues des annonceurs par mail, mais ne vont pas jusqu'à acheter. À l'achat. Voilà. Donc pour l'instant, ça freine encore. Ça freine encore. Ouais. Et donc finalement, quand on voit aujourd'hui la condition des gens qui ont du mal un peu à payer, on peut se poser aussi la question sur le mobile payment. Est-ce que là, au niveau du mobile banking, les choses vont un peu mieux? Oui, là, ça, pas dans tous les pays. Enfin, mais le problème, c'est que chaque fois, on devra toujours préciser pas dans tous les pays. Oui. On voit à peu près des zones qui fonctionnent bien et d'autres qui ont du mal à décoller. L'Afrique est aujourd'hui leader dans les transactions financières par téléphone. 80% des transactions effectuées dans le monde sur le mobile sont faites en Afrique. 80%. C'est énorme. Ça veut dire que l'Afrique a une voie, a un moyen très important, puisque vous savez aussi que dans la plupart des pays d'Afrique, la population, les habitants n'ont pas tous de comptes bancaires. Donc, en passant par l'e-mobile, eh bien, l'e-paiement, les transactions, on résout ce problème de compte bancaire. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que 60 millions de personnes payent leurs transactions par le mobile payment. Est-ce que ça couvre quand même tout le continent, ou bien il y a encore certains points où c'est plus développé par rapport à d'autres? Plus, comme nous avons dit dans les pays anglo-saxons, le leader aujourd'hui, c'est le Kenya. Ce n'est pas l'Afrique du Sud. C'est le Kenya qui a développé beaucoup d'outils avec 18 millions d'utilisateurs pour 8 millions de transactions par jour. Ça équivaut à peu près 60% du PIB de ce pays. Voilà, le produit, c'est le M-Pesa. Hein, le fameux M-Pesa, le réseau. Pour l'Afrique, en général, le mobile banking représente 5 121 milliards de francs CFA en 2015. Donc, c'est quand même un volume assez important et qui est en train de se développer. Mais une bonne partie de cette masse passe par les opérateurs téléphoniques. Oui, ça transite par les opérateurs téléphoniques. Et donc, même le produit de PESA, PESA travaille avec des opérateurs téléphoniques, notamment Orange. Alors, Emmanuel Kamba, est-ce qu'il n'y a pas un danger en fait pour les États quand vous avez comme ça toute une économie qui est en voie de développement, mais qui est maîtrisée par des acteurs non étatiques, alors que l'ancienne économie, l'État avait quasiment la main et pouvait voir ou parfois anticiper certaines choses, certains types de comportements? L'État suit, puisque l'État signe des contrats avec ces compagnies pour pouvoir contrôler. Dans la plupart des pays, il y a des autorités de régulation donc, qui sont là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'excès et que ces sociétés de télécommunications utilisent le réseau de façon convenue par rapport aux autorités publiques. Alors aujourd'hui, quand on voit en fait ce développement, on se rend bien compte que finalement, tout ça a besoin d'avoir une certaine gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut ce qu'on appelle e-government, enfin e-gouvernance, qui permet notamment de créer tout un écosystème en fait, hein, afin de favoriser tous ces comportements, puisque c'est de nouveaux comportements qu'il faut acquérir. C'est des nouveaux comportements qu'il faut acquérir, aussi bien au niveau des citoyens que des dirigeants. Donc c'est une reconfiguration totale de l'économie, même de la société. Car en fait, l'informatique vient bouleverser
vient bouleverser les habitudes, vient bouleverser l'économie dite sans papier. Donc si l'économie est sans papier, ça veut dire que bon, sur mon téléphone portable, j'ai ma carte d'identité et je n'ai pas besoin d'avoir tous les papiers sur moi. Donc cette économie qui va prendre de plus en plus d'ampleur, aujourd'hui, dans l'e-gouvernance, il y a 10 pays leaders. 10 pays leaders, on en compte à peu près une vingtaine, mais il y a 10 qui sont vraiment en tête. Bon, parmi lesquels, on va retrouver l'île Maurice qui vient en tête, on va retrouver la Tunisie, on va trouver l'Afrique du Sud, le Maroc, les îles Seychelles, le Cap-Vert, l'Égypte, le Botswana, le Kenya, qui sont donc des pays qui sont en tête donc, dans cette réorganisation donc, de l'écosystème de la gouvernance de l'État. Alors, ce qui est surprenant, Emmanuel Kamba, je ne sais pas s'il faut l'être, s'il faut être surpris, c'est qu'on n'a quasiment pas ou peu de pays d'Afrique centrale, souvent dans les différents palmarès que vous avez donnés. Oui, il y a très peu de pays d'Afrique centrale. Dans les 10 premiers, il n'y en a quasiment pas. Et dans les 20, il faut chercher à la loupe. Il faut chercher à la loupe. Oui, oui. Alors, donc, c'est pour ça que pour l'Afrique centrale, il y a du travail à faire au niveau de gouvernement, au niveau de la CEMAC. Il y a des dispositions qui sont prises, mais encore timidement. Oui. Au niveau des citoyens, ça donne quoi au niveau e-gouvernance, là, en fait, est-ce qu'il y a des citoyens qui se saisissent désormais de ces outils technologiques pour essayer de peser un peu plus dans les politiques? Alors, les citoyens sont de plus en plus demandeurs. Vous voyez, quand il y a des élections comme se sont déroulées les dernières au Kenya, par exemple, oui. Vous voyez que la population a demandé à ce qu'il y ait davantage de vote électronique. Bon, évidemment, ça n'a pas été tout à fait réalisable, mais des pays comme le Kenya sont dans le processus. Voyez. Au niveau du PIB, ça donnerait quoi en fait? Alors, on voit très bien, c'est que quand on est dans un processus comme celui-là, ça apporte un peu aussi au niveau de l'économie. Donc au niveau de l'économie locale, au niveau de la société, au niveau, je dirais, de la démocratie, entre guillemets, là on aborde quand même des questions politiques après. Oui, on aborde parce que c'est aussi une autre manière de gérer la politique, de gérer les relations de l'État avec les citoyens, de gérer l'administration, de gérer même l'université, de gérer la formation. Donc l'informatique apporte aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, des composantes, des éléments qui permettent de faire ce véritable saut, si est seulement saut technologique, si est seulement si les acteurs s'y mettent, notamment le gouvernement. En attendant que le gouvernement s'y mette, Emmanuel Kamba, on essaie quand même de vérifier aujourd'hui au niveau de l'écosystème et notamment des infrastructures, qu'est-ce qui se fait concrètement quand on voit les gens aller chercher notamment des nouveaux produits, on a du mal à en produire, or les gens consomment quand même pas mal tout ce qui est en ligne, en fait, notamment tout ce qui est vidéo. Oui, les jeux vidéo, c'est aussi ce qu'on appelle les plateformes vidéo ou l'économie collaborative. Donc, le jeune marocain peut jouer avec, aujourd'hui, avec le jeune français, peut jouer avec le jeune américain, peut jouer avec le jeune japonais en étant chez lui. En étant chez lui. La même chose, le jeune congolais peut jouer avec son ami qui se trouve de l'autre bout du monde, en Australie, etc. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Un marché qui est estimé à peu près 500 millions de dollars de vente annuelle de contenu. Mais seulement, l'Afrique est encore loin, parce qu'il y a à peine 100 plateformes de vidéo. D'accord. Donc les jeux en vidéo, sont... Parce que le jeu en vidéo, il faut quand même avoir un équipement qui va avec. Oui. Il faut avoir aussi la fibre optique pour pouvoir, la 4G, pour pouvoir télécharger, pour pouvoir jouer en interaction directe avec
l'autre personne qui est au bout du monde. Or, aujourd'hui, la fibre optique n'est pas très développée dans l'ensemble des pays. Donc, ça freine un peu le développement de cet axe. Quelles sont les préconisations? Parce qu'on se rend bien compte qu'une fois qu'on a dit tout ça, on est bien conscient que ça peut apporter de la valeur, notamment quand il faut aborder la question de la diversification de l'économie. Quelles sont les préconisations aujourd'hui qui sont peut-être partagées par les institutions africaines pour arriver à capitaliser, parce qu'il faut partir de capitalisation en fait de cette économie? Alors, puisque c'est une économie qui est en voie de développement, le développement n'est pas encore mature, on a peut-être oublié de parler de la réalité virtuelle, qui est aussi un élément qui est en train de se développer dans ces pays. Donc aujourd'hui, il y a toute une fiscalité qui est en train de se mettre en place. Vous savez, dans ce genre de choses, quand une économie se développe, mais l'État n'est pas loin avec les impôts, avec les taxes, etc. Il y en a à peu près 7 qui sont assez conséquentes d'un pays à un autre et qui freinent parce que si l'État est trop gourmand, ben, les entreprises vont répercuter le coût des taxes sur la consommation. Donc il y a aussi un problème de régulation à ce niveau. En ce qui concerne l'Afrique de façon générale dans cette économie, disons que l'Afrique est faiblement positionnée sur l'ensemble de la chaîne des valeurs de cette économie. C'est-à-dire que l'Afrique consomme plus, propose moins de contenu et propose moins d'éléments technologiques et l'Afrique investit moins dans cette économie. Et donc nous risquons, si on ne fait pas attention, de voir encore l'Afrique passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire rester l'éternel continent suiveur, au lieu d'être le producteur. Au lieu d'être un meneur, ben nous serons suiveurs. Alors que l'Afrique a une population jeune qui est capable d'apprendre et qui est capable d'imaginer des services, qui est capable d'imaginer des nouveaux produits, qui est capable d'imaginer des programmes informatiques, capable de résoudre les problèmes de tous les jours. Mais pour cela, il faut que les entreprises investissent, il faut que l'État accompagne la population. Il faut donc que tout cet ensemble du système économique se mette véritablement en place. Alors, une mise en place qu'il faut finalement voir comment, sur le plan des technologies, des médias et des télécoms, on peut orienter tout ça pour, à la fin, en tirer un profit plus important. Alors, donc, on peut suggérer, en termes donc de tendance, n'est-ce pas, au niveau technologique, puisque c'est une nouvelle économie, cela suppose aussi une nouvelle loi d'orientation pour chaque pays et surtout pour les zones. Donc on ne peut pas avoir une législation, je dirais, continentale, non, ce sera très, très compliqué. Au moins régional. Au moins chaque région. Je peux imaginer dans la CEMAC, en fait. Dans la CEMAC, dans le MOA, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud. Donc on peut imaginer déjà une loi d'orientation au niveau régional. On peut imaginer aussi le développement de la digitalisation des services administratifs, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Avec le passeport aujourd'hui biométrique, on est obligé de suivre le reste du monde. Dans la plupart des pays développés, ben, c'est le biométrique. Donc si nous n'avons pas d'équipement pour pouvoir lire et produire ces documents, à terme, l'Afrique risque de rester encore sur la touche. Possibilité aussi de passer de la télé numérique à la télé terrestre. Donc faire, ne serait-ce que par la télé, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique, accéder à Internet. Ça va faciliter la charge. Les gens s'équipent plus en télé qu'en ordinateur. Voilà, il y a plus de télé que d'ordinateur. Donc si la télé aujourd'hui est équipée déjà avec la possibilité d'utiliser l'ordinateur, pourquoi pas. On peut aussi, pour l'Afrique, développer
la 4G, parce qu'elle est très limitée encore aujourd'hui. Très peu de pays utilisent la 4G, c'est surtout la 3G qui est utilisée. Et puis renforcer aujourd'hui le développement de la fibre optique. Oui. Parce que c'est le seul moyen qui relie véritablement l'Afrique au reste du monde. Alors, Emmanuel Okamba, ce n'est pas vous faire injure que de vous dire, en fait, une fois que vous m'avez dit tout ça, je reste dubitatif par rapport à la volonté des gouvernements africains d'aller véritablement dans ce processus. Pourquoi? Je vais prendre un exemple. Quand on constate que dans certains pays, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, au moment où il y a des crises politiques, désormais, on s'en prend en premier à Internet. Or, nous avons parlé ici d'un Internet non pas d'opinion en soi, mais d'un Internet qui apporte la valeur à l'économie. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui, ou lire une vraie volonté des politiques pour que cette économie puisse émerger? Parce que pour l'instant, on a l'impression qu'elle est jeune. Oui. Alors, dans les pays développés, même quand il y a des crises politiques, on n'arrête pas Internet. Parce que ce n'est pas l'Internet. Même si vous arrêtez l'Internet aujourd'hui dans votre pays, soyez sûr que dans les pays frontaliers, les gens continuent à communiquer. Donc l'information circule toujours. Donc ce n'est pas en faisant de la police d'Internet à ce niveau que vous allez arrêter le développement d'Internet. Donc l'Internet est un moyen, est un outil. Est un outil qui permet donc de s'ouvrir sur le monde. L'Internet n'est pas un outil à vocation politique. Bon, même si les hommes politiques... Même si après, il y a un usage politique quand même qu'on peut constater oui, bon, ici et là. On peut constater l'usage politique, mais c'est déplorable que les hommes politiques puissent utiliser Internet comme un moyen pour cacher un certain nombre de choses. Internet, c'est de la transparence. Même si vous cachez, l'Internet aujourd'hui, on revoit les images partout, c'est capté quelque part et puis c'est rediffusé. Donc ça ne sert à rien. Vaut mieux dire la vérité, montrer la vérité, au moins vous avez votre conscience tranquille, que de dire du mensonge et puis 2 minutes après, la vérité mais quand on voit, en fait, qu'on analyse tout ce que vous nous avez dit par rapport à la valeur de cette économie, on doit se dire que même quand Internet, lors des crises politiques, est coupé 1 heure ou une journée, c'est un manque à gagner énorme. Absolument. Donc, et est-ce que c'est compensé? Est-ce que vous avez des informations si les opérateurs sont compensés par rapport à ça? Je n'ai pas d'informations dessus, mais je pense qu'il doit y avoir des accords, il doit y avoir des compensations qui se font parce que... des pertes sont énormes. Ben oui, ce sont des pertes énormes. Quand vous bloquez Internet pendant 4 jours, ou même le téléphone pendant 4 jours dans un pays, c'est un drame pour les opérateurs et même pour les utilisateurs, les entreprises. Il n'y a pas que le consommateur, je dirais citoyen, lambda, mais c'est toute une économie que vous bloquez. Comment cette nouvelle économie cohabite avec l'économie informelle, Emmanuel Okamba? Est-ce qu'il y a des passerelles, puisqu'on voit acquérir un smartphone, ce n'est pas grand-chose, on peut l'avoir très rapidement, on peut en même temps monter en quelques minutes un petit commerce, je dirais, de vente des cartes SIM ou des choses comme ça. Comment est-ce que cette économie, nouvelle économie, cohabite avec l'économie informelle qui, elle, était plutôt basée et fondée sur la vieille économie, c'est-à-dire la vente notamment des produits à consommation immédiate? Oui, l'économie informelle suit le développement de la société. Donc, s'il y a des nouveaux produits qui sont consommés par les populations, il est évident qu'à côté des entreprises qui vendent à la sauvette, oui. Des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables vont se développer. Donc, c'est au niveau de l'État qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'il y aurait une chance de formaliser plus finalement l'économie informelle par le biais de ces nouvelles technologies? Est-ce que ce serait plus facile selon vous? Oui, alors ça sera plus facile puisque l'économie informelle, par définition, donc c'est que ce n'est pas formalisé. Oui. C'est-à-dire que celui qui fait son petit commerce n'est pas inscrit au registre de commerce, il ne paie pas de taxes, etc. Bon, or là, si ne serait-ce que la SIM, si vous voulez mettre la SIM dans le téléphone, il faut que l'État sache qui a mis la... Voyez. Donc on est obligé de faire une déclaration.
Donc, cette économie va obliger l'économie informelle à se structurer. Donc, c'est un élément très important pour l'État, pour les taxes aussi, mais aussi pour les citoyens, pour être sécurisés. Est-ce que cette économie résoudrait en partie sans doute la question de l'employabilité ou encore le problème du chômage? Oui, 3 500 emplois possibles qui sont générés par cette économie. Si elle est bien gérée, si elle est bien développée par l'État, accompagnée par l'État, c'est une économie qui devrait enrichir davantage l'Afrique. Et donc créer des emplois pour les jeunes, parce que ceux qui sont dedans, pour la plupart, vous voyez, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes gens qui imaginent, qui développent des jeux, qui développent des moyens pour pouvoir communiquer avec les autres. Donc, cette économie est une économie qui est porteuse du travail et de l'emploi. On va terminer sur cette note positive. Merci Emmanuel Okamba. Merci M. Cyr. Comme d'habitude, nous saluons tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous voient et tous ceux qui nous posent des questions sur les problèmes de développement de l'Afrique. Soyez sûrs, nous faisons de notre mieux pour faire le maximum de pédagogie pour que tout ça ne soit pas seulement réservé aux savants. Voilà. Et on peut peut-être aussi officiellement lancer l'appel. Des gens qui ont peut-être des sujets, qui aimeraient peut-être que vous abordiez certains sujets, ils peuvent aussi nous les suggérer sans problème. Oui, ils peuvent nous contacter s'ils ont des sujets qui les préoccupent et qui concernent le développement de l'Afrique ou de certaines régions d'Afrique. Nous sommes prêts à discuter, à échanger et même à développer donc, des contributions qui pourront éventuellement les aider à mieux comprendre les problématiques économiques.